Elle se présente comme un collectif féministe identitaire. Elle cible l'immigration, l'islam, les hommes étrangers. Elle participe aux actions coup de poing dans les universités et les manifestations. L'extrême droite raciste dans toute sa splendeur. Il y a même quelques mois, elles étaient même adoubées par Bruno Retailleau, l'ancien ministre de l'Intérieur. Et aujourd'hui, la France Insoumise, François Ruffin, demande la dissolution du groupuscule Némésis. Le journal L'Humanité vient de révéler des échanges internes au collectif montrant des tentatives de coordonner des actions avec des militants néofascistes afin d'attirer des antifascistes dans des guet-apens. Laurent Nunez, l'actuel locataire de la place Beauvau, affirme qu'aucun groupuscule n'échappe au contrôle et que la dissolution est possible si un groupe appelle à la haine, à la discrimination ou à la violence. Némésis rentre-t-elle dans cette case? Doit-on dissoudre ce groupuscule fémo-nationaliste? La dissolution est-elle la solution pour faire reculer ces mouvements d'extrême droite? On essaiera de répondre à ces questions avec nos invités ce soir. Il y a Marie Coqui-Chambel, militante féministe qui est avec nous, Juliette Guilbeault, juriste et doctorante, et notre troisième invitée est Elsa Marcel, avocate et membre de Révolution Permanente. Elle arrivera en cours d'émission. C'est parti pour l'entretien. Tout d'abord, merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Je vais commencer avec vous, Marie Coqui-Chambel. Vous faites partie de celles qui demandent la dissolution de Némésis. Pouvez-vous nous dire justement quelles sont les raisons qui vous poussent à demander cette dissolution ? En fait, aujourd'hui, on assiste à un immense problème à gauche, c'est qu'on a un groupe de femmes d'extrême droite qui utilisent des happenings pour créer des guet-apens avec des militants néo-nazis sur des militants antifascistes. C'est un groupuscule qui, aujourd'hui, en fait, est une vitrine pour l'extrême droite groupusculaire et qui par sa constitution avec des jeunes femmes, etc., a un regard, on va dire, présentable. Et en fait, toute la notion d'appât qu'on a vue sur l'humanité avec toutes ces révélations, etc., et la responsabilité, en fait, qu'on peut leur accoler dans la mort de Quentin de Ranc, il y a une nécessité aujourd'hui, en fait, de briser leur médiatisation, leur aspiration politique, pour ne pas être en danger, en fait, à gauche. Parce qu'elles font des happenings dans la plupart des événements de gauche, que ce soit la manifestation du 10 septembre, que ce soit un meeting unitaire contre les OQTF, que ce soit d'autres événements comme ça, ou même devant la cour d'appel pour le procès Lola. Enfin, je veux dire, là, on a un besoin à gauche de faire en sorte de casser cette vitrine, on va dire, présentable de l'extrême droite groupusculaire. Et ça passe par la dissolution de Némésis, parce qu'on risque d'avoir encore plus de faits de violence, parce qu'elle cherche en fait l'affrontement. Oui. Elle cherche l'affrontement pour avoir des images sur le même modèle que Frontières, et donc montrer la violence de l'extrême gauche sans toutefois préciser qu'elles sont accompagnées soit d'un service d'ordre professionnel, soit informel, qui met en danger tout le monde. Et j'ai vraiment peur pour le 8 mars, j'ai vraiment peur en fait qu'elles soient accompagnées de groupuscules armés dans une manifestation où il y aura des enfants et des personnes âgées. Vous n'êtes pas la seule à réclamer cette dissolution, Marie Coqui-Chambel. La France Insoumise la demande également. Le député du Nord, Hugo Bernalicis, a interpellé le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, à l'Assemblée. Je vous propose de l'écouter. Monsieur le ministre de l'Intérieur, avez-vous pris connaissance des révélations publiées par l'Humanité concernant les liens entre des militantes du collectif d'extrême droite Némésis et des néo-nazis du groupe Audace? Je vous les lis. On ne peut être 2 ou 3 filles à tracter là où vous voulez les choper, un peu pour faire l'appât. Ces échanges intervenus en octobre dernier à Lyon visaient à organiser un guet-apens contre des militants antifascistes. Les faits sont graves. Ils décrivent des méthodes d'intimidation et de violence politique assumées. Des fémo-nationalistes qui échangent avec des néo-nazis pour piéger et frapper des opposants politiques. Je vous pose donc une question précise. Allez-vous saisir la justice pour demander la dissolution judiciaire du collectif Némésis? Ou bien, comme votre prédécesseur, Bruno Retailleau, vous dites « Bravo pour votre combat, vous savez que j'en suis très proche ». Nous sommes antifascistes parce que nous sommes républicains. Et vous?
On vient justement de recevoir notre troisième invitée, Elsa Marcel, avocate et membre de Révolution Permanente, est avec nous. Du coup, je vais vous poser la question tout de suite. On vient d'entendre un député LFI qui demande au ministre de l'Intérieur de justement penser à la dissolution de Némésis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce qu'il faut dissoudre ce groupuscule ? Le problème de manière générale, c'est que, au-delà de la question de Némésis, demander à l'État de dissoudre des organisations, c'est vraiment la fausse bonne idée, parce qu'en fait, c'est ce qui permet à l'État de s'ériger un peu en arbitre et qui, au bout du bout, non seulement corrobore un peu son récit d'arbitre entre les extrêmes, mais dans la pratique, une dissolution de droite, c'est 10 dissolutions de gauche. Et ça se vérifie historiquement. Enfin, on sait que la loi sur les dissolutions, elle intervient après la tentative de coup d'État en 1934, et que c'était déjà à l'époque un débat au sein du mouvement ouvrier qui était de dire « attention, alerte ». Quand c'est l'État qui s'en mêle, c'est taper la droite pour mieux pouvoir taper sa gauche. C'est ce qui s'est vérifié historiquement, puisqu'ensuite, dès 1937, c'est le Front populaire qui dissout l'Étoile nord-africaine. Et ensuite, dans les années 40, c'est la dissolution des organisations indépendantistes, malgaches et autres. Et puis enfin, dans les années 60, on arrive à la dissolution, vous savez, de la JCR, Voix ouvrière, etc. Et si on reprend que sur la période courte, à partir de 2015, il y a une intensification énorme en fait, des dissolutions, et en particulier sous Macron, puisque entre 2021 et 2025, il y en a presque une vingtaine, donc c'est quasiment autant que dans les 20 dernières années. Et en fait, effectivement, ils peuvent dissoudre un coup Génération Identitaire, un coup Lyon Populaire, mais c'est pour mieux dissoudre ensuite, c'est pour pouvoir justifier politiquement d'être en fait l'extrême centre qui ensuite peut taper sur sa gauche, et ils dissolvent beaucoup plus facilement le CCIF, toutes les organisations de gauche qui ont suivi. Ils n'ont pas du tout la même exigence ensuite vis-à-vis des reconstitutions, puisque là, par ailleurs, ils sont en train d'annoncer qu'ils vont a priori ouvrir une procédure pour reconstitution de Ligue dissoute contre la Jeune Garde, alors qu'on voit que par exemple Audace Lyon s'est complètement reconstitué de manière tout à fait tranquille. Et de ce point de vue, je m'inscris plus dans d'autres tendances, y compris du mouvement antifasciste, comme la position de l'AFA, qui écrivait déjà en 2023 et même avant que c'était vraiment la fausse bonne idée, parce que si l'État refuse de dissoudre une organisation de droite, ou en tout cas si elle la dissout plutôt, prenons l'exemple de Génération Identitaire, c'est pas parce qu'elle a un problème avec ses idées racistes et réactionnaires. Ça la dérange pas. En revanche, ce qu'elle veut revendiquer, c'est le monopole des politiques réactionnaires, et que ça lui permet en plus de se situer en fait comme celui qui arbitre entre la gauche et la droite. Et de ce point de vue, pour terminer, face à la situation de Némésis, parce que je partage évidemment que c'est un collectif ultra-réactionnaire qui a des liens avérés avec des collectifs fascistes, la meilleure politique à avoir, c'est de savoir comment renforcer notre camp sans s'en remettre à l'État, puisqu'in fine, son objectif, c'est de nous affaiblir sur un terrain plus de long terme et de renforcer ses propres dispositifs autoritaires en pouvant dire, regardez, c'était une revendication de la gauche. De ce point de vue, moi, je pense que, par exemple, autour du 8 mars, il va y avoir un enjeu important. Moi, je milite aussi dans un collectif qui s'appelle Du Pain et des Roses, qui pense qu'effectivement, il faut construire un pôle de résistance dans la rue qui va s'opposer, comme c'est pas la première fois dans le cadre du 8 mars, mais aux instrumentalisations de Némésis, mais plus en général, que la séquence, elle ouvre une vraie politique de durcissement autoritaire, qu'on voit qu'il y a des locaux de Solidaire, de la CGT qui ont été attaqués, sans parler des permanences de la France Insoumise, et que ce qu'il faut se préparer à faire, c'est convoquer en fait des grandes réunions de toutes les organisations politiques, syndicales et associatives qui se préparent à résister à ce durcissement répressif, à voir comment c'est possible de défendre nos libertés démocratiques les plus élémentaires, de continuer à tenir des meetings politiques, de continuer à tenir des permanences électorales ou avoir des locaux syndicaux, et que ça, c'est pas l'État qui va nous permettre de le faire, au contraire. Juliette Guilbault, vous êtes juriste doctorante, et notamment le sujet de votre thèse, c'est la dissolution. On a entendu le député LFI demander au ministre de l'Intérieur de dissoudre Némésis. On vient d'entendre Elsa Marcel qui trouve que c'est une fausse bonne idée. On a entendu Marie Coquille-Chambel qui trouve justement qu'il faut le faire car c'est un groupe très dangereux. Quels sont les critères pour justement dissoudre un groupuscule comme celui-là ? Alors, il y en a plusieurs. C'est l'article L212-1 du Code de sécurité intérieure. Il y a 7 alinéas. Pour ceux qui nous intéressent, parce qu'il y en a 2, l'alinéa 4 et 5 qui concernent la suite de la Seconde Guerre mondiale et donc le rétablissement de la légalité républicaine, ça je ne viendrai pas dessus, mais sinon c'est des groupes qui appellent à des agissements violents à l'encontre de personnes ou de biens, qui sont constitués en groupes de combat et milices privées, qui visent à attenter à la forme républicaine du gouvernement ou à l'intégrité du territoire national, ou sinon l'alinéa qui est le plus utilisé aujourd'hui, c'est l'alinéa 6, qui vise à réprimer des associations qui provoquent à des discriminations, de la haine et à de la violence contre un groupe de personnes. Et est-ce que justement les révélations de l'humanité
ne permettent pas de mettre Némésis dans ce cadre-là, dans justement ce que vous êtes en train de dire. Peut-être, ça sera le travail du ministère de l'Intérieur s'il décide de dissoudre Némésis. Et dans ce que vous pouvez travailler justement sur la dissolution, Elsa Martial va rappeler un historique de la dissolution des différentes associations. Est-ce que pour vous, c'est aussi une fausse bonne idée ou au contraire, là, en ce qui concerne Némésis particulièrement, il faudrait la faire ? Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je pense que c'est vraiment une mauvaise stratégie pour plusieurs choses. D'abord, du point de vue des effets de la dissolution, on voit qu'en fait, sur les groupes d'extrême droite, les effets sont très relatifs parce que c'est un outil qui est utilisé initialement pour viser les groupes d'extrême droite, les ligues d'extrême droite dans les années 30, qui sont des groupes déjà clandestins, qui s'organisent de manière souterraine. Et donc, cette dissolution n'a que peu d'effet. Et d'ailleurs, je renvoie aux travaux sur le sujet de Nicolas Lebourg, qui montrent que depuis les années 50, il y a un groupe d'extrême droite, qui est le Mouvement Jeunes Nations, qui se reconstitue sans cesse jusqu'à aujourd'hui. Donc au niveau des effets, en fait, c'est très relatif et je pense que penser qu'un décret gouvernemental va permettre de vaincre le fascisme, ça relève de la croyance, en fait. Ça, c'est pour l'aspect, pour les effets de l'outil de dissolution. Ensuite, la demande de dissolution, à mon avis, elle est problématique parce qu'elle vise à légitimer un outil qui est profondément problématique et qui porte atteinte à la liberté d'association. Voilà. Marie, est-ce que vous entendez ce que disent vos camarades de plateau, en tout cas ce soir ? Je suis totalement d'accord avec vous deux concernant les groupes d'extrême droite. En règle générale, tout l'aspect groupusculaire, etc., je suis parfaitement d'accord avec vous. Par contre, sur Némésis, vu que ce n'est pas un groupe d'extrême droite qui a exactement le même anonymat que tous les autres groupes qu'on peut voir à Lyon, le Nice, etc., enfin, c'est pas du tout le même fonctionnement. Et donc, en fait, si on attaque là, maintenant, ce collectif-là, on empêche en fait une vitrine médiatique assez importante et du coup, en fait, ça peut avoir des répercussions sur les luttes. Je suis d'accord avec le fait qu'il faut renforcer les bases, etc. Mais est-ce qu'on veut aujourd'hui avoir une présence policière dans nos manifestations encore plus, immense avec cette défense de cortège de Némésis ? Est-ce qu'on est du coup pour qu'il y ait la préfecture qui soit un peu mise dedans ou est-ce qu'on veut couper la tête de l'extrême droite, on va dire, au niveau médiatique. Et en fait, je pense que ce serait un vrai coup d'éclat à gauche d'obtenir ça. Ça permettrait de nous renforcer et bien sûr que les idées resteront. Bien sûr que l'extrême droite va encore être là. Mais si ça enlève un aspect médiatique et qu'on empêche en fait ces femmes-là racistes d'aller dans des événements de gauche, d'aller provoquer des militants de gauche, parce qu'il y a je ne sais pas combien de camarades qui ont été mis en garde à vue à cause de leur happening. En fait, elles ont un double objectif, c'est à la fois de faire en sorte donc de présenter leurs idées au niveau médiatique avec la formation d'images, d'affrontements, etc., mais aussi de faire en sorte que des camarades soient fichés S, soient placés en garde à vue et mettre en danger un certain nombre de personnes. Donc, en fait, on n'agit pas de la même manière avec un groupuscule qui est protégé à ce point-là au niveau médiatique, contrairement en fait à d'autres groupes fascistes, néo-nazis, etc. Et j'ai l'impression que là, tous les moyens sont bons. On est arrivé trop loin avec ce groupe-là. Et si la vitrine se casse, oui, on va encore lutter sur le terrain contre d'autres groupuscules d'extrême droite, mais par pitié, faisons en sorte au moins de retirer ça, parce que ces filles-là ne pourront plus aller dans les événements de gauche, ne pourront plus se présenter de la même manière sur les plateaux de Bolloré, etc. Et on l'a bien vu pour Génération Identitaire, la seule chose qui a été positive, c'est que ça a vraiment éclaté leur groupe aussi d'une certaine manière, et que Damien Rieu et Thaïs Descuffon ont encore aujourd'hui une portée importante, mais Thaïs a arrêté de militer. Il y a d'autres personnes qui commencent à arrêter à cause de ça, et en fait, ça les met en difficulté, même financière. Si on empêche Némésis d'avoir autant d'argent, d'aller en Hongrie, de criminaliser l'antifascisme, parce que c'est leur but derrière, elles font tout pour faire en sorte que les groupes antifascistes soient qualifiés de terroristes en faisant leur happening là. Et donc, si on obtient la dissolution de Némésis, ça peut nous protéger sur du court terme. Et j'ai vraiment envie de protéger toutes les personnes qui seront présentes le 8 mars. Et malheureusement,
quand bien même on soit dans de l'autodéfense, etc., là, le danger, il est total. Mais après, j'entends vos éléments, etc., sur d'autres groupuscules. Je suis d'accord avec vous sur l'essentiel. Mais sur Némésis, j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose qui est différent. Alors, juste avant que vous puissiez répondre et qu'on puisse suivre le débat, je vous propose d'écouter une petite interview de notre collègue André Magnévite. Il a posé la question de la dissolution de Némésis à Olivier Minot, journaliste et auteur de « À bas l'État, les flics et les fachos ». Écoutez la réponse d'Olivier Minot sur la dissolution de Némésis. Je ne suis pas sûr que les dissolutions soient quelque chose de vraiment efficace. Je crois qu'il faut plutôt arrêter de faire la promotion, comme je me répète encore, mais je crois qu'il faut plutôt prôner des idées de solidarité, de non-sexisme, de non-racisme, se former à toutes ces questions-là, de lutter contre toutes les formes de racisme, contre l'islamophobie, contre l'antisémitisme, contre le sexisme, contre les violences contre les minorités. Je pense que c'est ça que les gens devraient faire, plutôt que se dire si on interdit un groupuscule, il va renaître avec un autre nom. Enfin, on le voit bien à Lyon avec la succession de tout ce qui a été dissous, le GUD, les identitaires, le Bastion social, ils sont sans cesse en train de renaître sous un nouveau nom. Ils bénéficient de toute façon de certaines largesses de la justice dans toutes les agressions qu'ils ont pu faire. Donc en fait, je suis pas sûr en fait que les dissolutions soient une bonne idée. Elsa Marcel, on vient d'entendre Olivier Minot. On a aussi entendu juste avant Marie-Coquille Chambel qui, elle, dit... Elle est assez d'accord avec vous sur l'ensemble de ce que vous avez dit toutes les deux, mais sur Némésis, il y a une différence pour elle. Est-ce que pour vous, Némésis est un cas différent ? Non, et je suis même pas sûre que tu dises que ce soit vraiment différent, puisque tu disais aussi que pour Génération Identitaire, au final, ça avait permis de les affaiblir, de les disloquer, de faire en sorte que tes discussions militent plus. Enfin, si je te suivais bien du point de vue de... Tu avais l'air de dire que Génération Identitaire les avait quand même affaiblis, mais au-delà de C'était un exemple, mais c'est vraiment Némésis qui, pour moi, a un autre... Pour moi, ça autre change visage. rien. En fait, c'est la même discussion, parce que les arguments qui sont évoqués, on pourrait aussi les évoquer pour tous les groupuscules fascistes qui aussi sont violents, peuvent avoir les mêmes méthodes de provocation. Pour moi, ça ne change pas fondamentalement la discussion. Je pense que le problème, c'est de penser que c'est Némésis qui donne à l'État l'occasion de réprimer le mouvement antifasciste ou la gauche radicale ou les manifestations du 8 mars, alors que pour moi, l'État n'a pas du tout besoin de ça. Et au contraire, on voit qu'en réalité, sa rhétorique, c'est vraiment de renvoyer à dos l'extrême droite et l'extrême gauche. Et d'ailleurs, si vous avez vu les déclarations récentes de Nunez, Némésis, ça peut être un débat, mais à la suite de ce qui s'est passé, de la mort de Quentin Derenc, il annonce dissoudre des groupes d'extrême droite pour justifier ensuite de s'attaquer à la gauche à des secteurs, on ne sait pas exactement lesquels ça va être. Je crois qu'ils parlent des émanations un peu de la jeune garde. C'est pas très clair encore ce qu'ils vont cibler, mais eux, leur logique, c'est vraiment de renforcer l'autorité de l'État pour s'attaquer à leur droite, mais pour s'attaquer 10 fois plus à leur gauche. Et je pense que c'est important de comprendre ça, parce que sinon, on risque d'avoir les mauvais outils pour se défendre et en fait de renforcer l'autorité de l'État, dont l'objectif final, c'est beaucoup plus de s'attaquer au mouvement social, à la gauche radicale, au mouvement antifasciste, qu'à la droite. Et parce qu'en fait, in fine, leur projet converge plus avec les secteurs de droite, y compris radicalisés, qu'avec les secteurs du mouvement social qu'on a vu se mobiliser ces dernières années. Et de ce point de vue, je voudrais souligner quelque chose par rapport à ce que vous disiez, qui est que, en fait, depuis la loi séparatisme, donc 2021, les motifs de dissolution, c'est pas seulement le fait de participer à des actions violentes. D'ailleurs, c'est surtout sur ces fondements-là que des groupes d'ultra-droite ont été dissous. En revanche, pour les groupes de gauche, c'est pas du tout sur ça, c'est pour des simples propos. Donc, moi, par exemple, je défends Urgence Palestine, qui a été menacée de dissolution, pour l'instant, c'est suspendu. C'est absolument pas parce qu'on leur impute la commission d'actes violents d'une quelconque sorte, mais c'est sur la base de rumeurs infondées et de témoignages anonymes qui, selon le ministère de l'Intérieur, un tel aurait dit que, etc., bim. Bruno Retailleau décide d'entamer une procédure de dissolution qui à ce jour est suspendue. C'est pareil, si vous regardez comment ils ont essayé de dissoudre les soulèvements de la Terre, il faut lire les arrêtés, les motifs qu'ils invoquaient. Il y avait notamment le fait qu'il y avait des kits d'autodéfense juridique qui étaient distribués dans les manifestations. Le collectif Palestine vaincra, c'est des commentaires sous des publications, donc qui ne sont même pas des commentaires par des militants du groupe, des commentaires sous des publications publiées par des personnes anonymes. Alors qu'en fait, quand ils dissolvaient la droite, donc les générations identitaires et compagnie, c'est parce qu'ils faisaient de l'apologie du Troisième Reich et qu'ils étaient en train d'organiser des ratonnades et de commettre des actes violents. Donc ce que je veux dire, c'est que sous l'aspect formel d'une mesure identique, la dissolution,
il tape beaucoup plus dur sur la gauche que sur la droite. Et c'est pour ça que ne pas nourrir des illusions sur les outils du régime, c'est fondamental, parce que sinon on risque de se tirer une balle dans le pied, alors qu'au contraire, ce qu'on doit faire depuis le mouvement social, depuis l'ensemble en fait, des secteurs qui se revendiquent de la gauche, du mouvement antifasciste, etc., c'est défendre en fait à partir de nos propres outils, à partir de ceux de la mobilisation, à partir de ceux de l'unité dans la rue, les libertés démocratiques, mais sans donner à l'État les outils pour se renforcer contre nous en dernière instance. Quelles mesures, en fait, peut-être juridiques ou autres, pourraient être efficaces plus que la dissolution contre ces mouvements Tout d'abord, je voudrais quand même rappeler qu'il y a quelque chose qu'on oublie, c'est qu'il existe une dissolution judiciaire. Et d'ailleurs, si j'ai bien entendu, il me semble que Hugo Bernalicis, c'est ça qu'il demande, et non pas une dissolution administrative. Ça, c'est l'article 3 de la loi de 1901. Et donc, je pense que c'est important de rappeler qu'il existe un ordre judiciaire et que c'est pas le pouvoir exécutif qui protège nos libertés. Le problème, c'est qu'en fait, là, en demandant la dissolution administrative, on veut du droit, mais on se place sur le terrain politique. Je pense que c'est vraiment un leurre que de penser que le pouvoir politique, qui est mu par des considérations partidaires et qui répond à un agenda politique, va nous protéger de l'extrême droite, bien sûr. Est-ce que Némésis ne pourrait pas voir, si demain ce groupe est dissous, cela comme une censure politique et dans un sens une sorte de victoire pour eux, à rebours, de dire voilà, regardez, on est censuré, on ne veut pas nous laisser parler, on nous prive de notre liberté d'expression. Est-ce que finalement, je vous pose la question, ça pourrait pas être perçu comme ça pour ce groupuscule ? De toute façon, ils le font pour absolument tout. C'est-à-dire que Mathilde Panot a demandé à ce que Némésis n'aille plus dans leurs événements. Elles ont sorti la carte du droit des femmes et de la liberté d'expression des femmes, etc. Enfin, je veux dire, c'est sur le même modèle que Frontières. En fait, leur économie ne repose que sur de la victimisation et ça marche extrêmement bien sur les réseaux sociaux. Donc oui, il y a ce risque-là, mais comme c'est la même chose pour la condamnation de Marine Le Pen, en fait. Ouais. Et au bout d'un moment... Très sincèrement, oui, je suis pour la condamnation de Marine Le Pen et qu'elle ne puisse pas se présenter au présidentiel, comme je suis pour la dissolution de Némésis. Et on aura beau faire toutes les manifestations qu'on veut, et je suis pour, et je suis à fond avec, etc. En fait, au bout d'un moment, on a un besoin là qui est très urgent, qui est de protection sur du court terme. Sur vraiment du court terme. Parce que moi, j'ai pas envie de voir mes camarades en prison, j'ai pas envie de voir mes camarades être assassinés. J'ai vraiment, une peur qui est ancrée. Et de toute façon, si le pouvoir veut s'attaquer aux antifascistes, et c'est pour ça que je parlais de la criminalisation et du fait que des groupes d'extrême droite essaient de faire passer l'antifascisme pour un terrorisme, ils le feront, en fait. Ils le feront. Donc autant utiliser toutes les cartes qu'on a maintenant. Rappelons aussi justement quelle est la fonction en tout cas de Némésis dans ce panel des néofascistes et de l'extrême droite. Némésis, en fait, ce groupuscule fémo-nationaliste, quelle est sa fonction si on pouvait élargir ? Est-ce que c'est justement l'ouverture, comme on dit, de la fenêtre d'Overton ? C'est pour ça qu'elles sont là, pour montrer jusqu'où on peut aller dans le féminisme, ou en tout cas dans la revendication féministe, entre guillemets ? En fait, il y a quelque chose qui est assez intéressant chez Némésis et qu'on ne regarde jamais, c'est qu'elles ont un site internet où dedans, elles ont une espèce de charte où elles expliquent un peu ce qu'elles veulent faire. Et sur leurs 4 objectifs, il y en a un qui est effectivement lié au féminisme, donc à montrer, on va dire, les violences commises sur les femmes par des personnes étrangères, etc. Mais il y a aussi la volonté de s'attaquer aux associations et partis politiques dits immigrationnistes. Donc en fait, c'est pas seulement un cheval de Troie, on va dire, dans le féminisme pour faire en sorte de criminaliser davantage les personnes racisées, mais il y a aussi une volonté politique derrière qui est très affirmée sur, vraiment raciste, etc., pour s'en prendre à des associations comme Utopia, comme la CIMAD, etc. Et donc, en fait, leur fonction, c'est de faire en sorte, à travers le genre et à travers leur jeunesse, d'avoir une nouvelle présentation de l'extrême droite et de radicaliser des femmes à l'idée de remigration. Parce qu'elles sont non pas
du côté du Rassemblement national, mais vraiment de reconquête, et elles sont dans une volonté de guerre civile, de suprémacisme, etc. Et donc, c'est de former un nouveau visage qui soit, pas seulement français, mais aussi européen. Donc, elles ont, on va dire, des cousines en Allemagne, elles ont leur propre groupe en Belgique, en Suisse, etc. Et c'est pour ça qu'elles sont aussi très proches, on va dire, de politiques de poids à l'étranger. C'est que c'est un objectif, en fait, européen global pour nous faire entrer collectivement dans le fascisme avec un visage qui soit présentable, mais qui a été engagé à l'origine par Marion Maréchal-Le Pen. Et en fait, c'est la suite logique de toutes ces procédures-là de féminisation, on va dire, de l'extrême droite et d'utilisation du genre à des fins fascistes. Si la dissolution n'est pas la solution, comment on lutte concrètement contre ces mouvements, de ce que vient de nous raconter Marie Coquille-Chambel? Comment on fait justement pour lutter contre eux? Je pense que c'est ça la question qu'il faut se poser, parce que, à mon avis, moi, le débat sur la dissolution, c'est pas de dire à long terme ça ne servira à rien, alors que de manière immédiate c'est utile. C'est aussi dire, même de manière immédiate, ça n'est pas utile. Déjà parce que c'est pas ça qui empêche les groupuscules d'extrême droite, de Némésis jusqu'aux autres, de se constituer et de militer. Enfin, c'est documenté, je détaille pas ici, mais c'est avéré. Et à Lyon, c'est là où c'est le plus explicite, mais même pour Némésis, c'est la même chose. Mais non seulement parce que sur un terrain extrêmement court, en fait, ça permet à l'État de donner plus d'autorité à la dynamique liberticide en fait dans laquelle il est engagé. C'est là où c'est important de dire contre quoi on se bat et avec quel outil. Parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas Némésis d'un côté et le gouvernement de l'autre. Il y a un continuum en fait entre les offensives autoritaires de l'État et les formes les plus extrêmes que prend cette polarisation politique. Parce que moi, je voudrais insister sur une chose, c'est que Némésis, bien sûr, c'est un groupe ultra-réactionnaire qui n'est même pas féministe. Enfin, je pense qu'on ne devrait même pas le qualifier comme ça, qui n'a absolument aucun rapport avec la défense des droits des femmes et la lutte pour l'émancipation, qui instrumentalise cette question au service d'un agenda raciste totalement xénophobe. Mais par contre, ça répond à une situation plus profonde, c'est-à-dire que ça fait à peu près plus de 10 ans, si vous voulez, on peut même le dater avant, si on peut dater ça à partir de 2008, où en fait, on fait face à une crise extrêmement profonde du capitalisme, de l'hégémonie néolibérale. Il y a des phénomènes de polarisation à l'échelle internationale où on voit Trump aux États-Unis, la montée de l'extrême droite en France, le Brexit, tout un tas de Bolsonaro au Brésil, tout un Milei en Argentine, mais qui répond aussi à un phénomène de polarisation sur la gauche. Parce qu'en fait, ça fait aussi 10 ans, si on prend juste à l'échelle de la France, qu'il y a un mouvement de lutte quasiment par an. Et dans le mouvement féministe, c'est vrai aussi. On parlait en général de 4e vague du féminisme qui s'est manifestée en France surtout plus sur les réseaux sociaux, avec Balance ton port, etc. Mais il y a eu un immense mouvement en Argentine autour de Niuna Menos. Il y a eu des luttes très importantes en fait partout dans le monde. Et si je dis ça, c'est parce qu'en réalité, ce qui se joue, c'est que face à la crise en fait de l'hégémonie néolibérale qui s'était consolidée depuis les années 80-90, il y a une accélération de la polarisation avec un projet de droite, mais un projet de droite qui n'est même pas que celui des groupes fascistes, mais qui est même celui du gouvernement. Quand on entend le chef d'état-major des armées qui dit « écoutez, il va falloir vous préparer à perdre vos enfants à la guerre », quand on voit qu'il y a une tendance de fond à la militarisation, ça, il faut préparer les esprits. Et bien sûr qu'il faut mener une guerre idéologique contre la lutte contre les oppressions, contre tout le phénomène aussi de solidarisation qui s'est passé avec le génocide en Palestine. Je veux dire, les classes dominantes, elles ont un gros problème. Il y a toute une génération de jeunes et de moins jeunes, même de travailleurs, quand on voit ce qui se passe en Italie avec la grève des dockers, etc., qui s'est radicalement engagé contre le colonialisme et contre le colonialisme de son propre régime. Donc le problème, c'est que face à ça, le régime, il a besoin de réponses radicales et tout ça est en dispute. Donc comment on lutte contre l'extrême droite? En faisant en sorte que toutes les forces sociales qui se battent en fait de manière quasiment continue depuis un an, qu'on pense au secteur féministe, qu'on pense au mouvement antiraciste, qu'on pense à la jeunesse politisée contre le génocide, qu'on pense au secteur, il y a 3 millions de personnes contre la réforme des retraites. À ce moment-là, ils n'ont pas pu faire passer la loi immigration. Le RN ne pouvait pas sortir en manifestation avec une écharpe parce qu'ils se faisaient virer des manifestations. Donc la question, c'est comment est-ce que toutes ces forces sociales-là, qui ont la capacité non seulement de s'affronter à l'extrême droite, mais aussi aux politiques
du gouvernement qui lui pavent la voie, parce que c'est ça la réalité. Quand on voit Bruno Retailleau, il hurle « abat le voile », que Darmanin, il explique que Marine Le Pen, elle est trop molle face à l'islamophobie, c'est aussi une politique de l'État. Et du coup, il faut organiser consciemment la force de frappe de ces secteurs-là autour d'un projet commun qui est de défendre un autre avenir face à la crise et face à ce qu'on nous propose. Et effectivement, de lier les combats contre le génocide en Palestine, les combats, la lutte pour le droit des femmes, les revendications en fait pour un autre avenir pour les centaines de milliers, voire les millions de travailleurs qui se sont battus, mais vraiment avec acharnement, contre la réforme des retraites. C'est pas qu'il y a rien, c'est pas que pour les classes dominantes c'est facile et qu'ils sont en train d'appliquer un plan et qu'il n'y a pas de résistance. C'est compliqué. L'issue, elle n'est pas jouée. Et pour moi, c'est ça la perspective. Et c'est pour ça que c'est important de dire que c'est là que les forces sociales des différentes organisations politiques, syndicales et associatives, elles doivent s'organiser en ce sens et elles doivent pas donner des illusions aux gens en leur disant faites confiance aux institutions, ils vont dissoudre pour vous et comme ça on sera tranquille. Juliette Guilbeault, quelle serait justement, si la dissolution, je répète, n'est pas la solution, quelles pourraient être les mesures efficaces face à un mouvement comme Némésis, par exemple ? Encore une fois, je rappelle qu'il y a une dissolution judiciaire. Ça consiste en quoi quelle est la différence entre La différence, c'est que ça n'est pas le pouvoir politique qui décide de dissoudre une association et qui décide qui a le droit de s'exprimer, qui doit se taire, mais c'est un juge judiciaire. Donc les garanties procédurales sont là, contrairement à une procédure décidée par le pouvoir exécutif. D'accord. Donc ça, c'est pour la dissolution judiciaire. Et ensuite, je rappelle qu'il y a un juge pénal. Si on veut aller sur le terrain du droit, voilà. Et le Conseil d'État dans tout ça, parce qu'on en parle beaucoup, notamment même pour la Jeune Garde ou d'autres associations qui ont été dissoutes et maintenant après, on attend l'aval du Conseil d'État. Et c'est quoi son rôle dans ce moment-là ? Le Conseil d'État, on peut le saisir après une dissolution pour annuler un décret de dissolution ou le suspendre dans le cadre d'un référé suspension. Voilà. D'accord. Marie Coquille-Chambel, vous me parliez en tout début de votre première intervention du 8 mars qui arrive donc dans quelques jours, dans 2 semaines. Vous aviez cette crainte pour ce jour-là. Vous, Elsa Marcel, vous disiez justement ce 8 mars, il faudra justement montrer notre... Des grands cortèges féministes, anti-impérialistes, antiracistes. Et qu'est-ce qui vous avez peur de quoi pour ce jour-là, Marie Coquille-Chambel ? Évidemment, j'ai peur que Némésis utilise la manifestation du 8 mars pour montrer la prétendue violence de l'extrême gauche, etc. et utilise ce moment pour être dans la continuité, on va dire, des mobilisations qui ont eu lieu dans ce qu'ils appellent l'hommage à Quentin de Ranc. J'ai peur qu'effectivement leurs sympathisants, parce qu'elles appellent depuis 2 ans, je crois, à ce que leurs sympathisants viennent et que ce soit plus simplement un cortège de femmes. Et donc, leurs sympathisants, on a très bien vu que c'était des militants nationalistes, fascistes et néo-nazis. J'ai de l'appréhension vis-à-vis de ça. Mais par contre, j'aimerais aussi dire que Alice Coffin a fait un post là sur Instagram pour demander à la préfecture d'empêcher en fait Némésis de pouvoir défiler le 8 mars et elle appelle l'intégralité des élus parisiens à faire exactement la même demande pour éviter des débordements. Et surtout, moi, en fait, l'appréhension que j'ai, c'est peut-être pas tant sur la manifestation en elle-même, mais sur les abords ou quoi que ce soit, où des militants, nationalistes vont attendre des militantes antifascistes, parce que effectivement, je suis d'accord avec toi pour qu'il y ait vraiment une revendication contre le fascisme, etc., anti-impérialiste et tout, et du coup, qu'il y ait en fait ces groupuscules qui puissent être aux abords des manifestations en soutien à Némésis, ça peut être, je pense, un vrai danger. Allez, Elsa. Le problème de Némésis, c'est effectivement, comme tu disais, c'est pas juste là. Je pense que ça doit faire 2 ans qu'elles font le 25 novembre et le 8 mars, et qu'elles le font avec le collectif Nous Vivrons. Qui est un collectif qui vient aussi perturber les manifestations en disant féministe pro-Hamas, et en fait... en cherchant à construire une rhétorique selon laquelle toutes les militantes féministes qui expriment leur soutien à la Palestine et qui défendent une ligne anti-impérialiste seraient en fait antisémites et qui cherchent à aussi beaucoup accumuler les provocations de ce type, chose qu'on conteste extrêmement fermement avec Dupin et Desroses, parce qu'on considère que, bien sûr, qu'une orientation féministe cohérente, elle a aussi une dimension internationaliste, antiraciste et anticoloniale, mais je pense que le problème auquel on fait face depuis c'est là, les dernières manifestations, c'est que c'est pas la préfecture qui va résoudre cette difficulté à notre place, dans la mesure où c'est une question d'ordre politique.
c'est une question d'ordre politique et que d'ailleurs l'attitude de la préfecture, c'est plutôt de les laisser défiler et de faire en sorte qu'elles puissent s'introduire dans cette manifestation qui est un problème d'ordre politique puisque elles revendiquent, elles instrumentalisent la question féministe au service d'une politique ultra-réactionnaire et xénophobe. C'est pour ça que moi je pense que ce qu'il faut faire pour le 8 mars, au contraire, c'est avoir un front extrêmement uni des différentes organisations féministes autour de mots d'ordre clairs, qui sont ceux de refuser évidemment la présence de ce groupe réactionnaire et xénophobe, mais aussi de s'opposer à la rhétorique du gouvernement qui consiste à renvoyer dos à dos le mouvement antifasciste et les néo-nazis qui ont manifesté samedi et qui se disent que les féministes seront là pour aussi faire face aux offensives autoritaire que prépare le gouvernement et que ça, il va falloir le faire en fait en nombre et il va falloir avoir une position forte. Je le disais, il y a des organisations syndicales qui sont d'ores et déjà attaquées, que ce soit la CGT, Solidaire, etc. Pour moi, le mouvement féministe fait aussi partie de la liste de ce que détestent non seulement les fascistes, mais même l'État réactionnaire. Enfin, je veux dire, dans la bouche de quelqu'un comme Retailleau ou même dans la bouche d'Emmanuel Macron, je veux dire, on a vu toute l'histoire de Brigitte Macron, etc. C'est des figures profondément antiféministes et de ce point de vue, le mouvement féministe a une responsabilité de jouer un rôle dans la séquence pour faire en sorte que la droite n'avance pas, que l'extrême droite n'avance pas, que le gouvernement n'avance pas, mais ça, la préfecture ne le fera pas à notre place, parce qu'en fait, c'est pas son objectif, et que c'est à nous d'être en mesure de construire des cortèges extrêmement massifs. Nous, avec des PDR du Palais des Roses, on va manifester ce 8 mars autour de mots d'ordre très clairs, comme je le disais, anti-impérialistes, internationalistes, révolutionnaires, et il faut que toutes les féministes, toutes les jeunes filles, toutes les femmes préoccupées de la question des femmes rejoignent massivement ce 8 mars avec la perspective aussi de jouer un rôle dans la polarisation qui est en train de s'exprimer dans la séquence. En tout cas, merci à toutes les trois pour ce débat, cette discussion intéressante. Donc Marie Coqui-Chambel, merci d'avoir été avec nous, militante féministe. Elsa Marcel, avocate et membre de Révolution Permanente et du Pain et des Roses. Exactement. Merci d'avoir été avec nous. Et Juliette Guilbeault, juriste, doctorante, qui fait une thèse notamment sur la dissolution